Je suis entré dans le bureau de mon mari le jour de la Saint-Valentin avec un bouquet dans une main et 2 billets pour Paris dans l'autre. À l'instant même où je suis sorti de l'ascenseur, la pièce est devenue silencieuse de cette vilaine façon qui vous indique que tout le monde sait quelque chose que vous ignorez. Puis je l'ai vu. Ses collègues applaudissaient, souriaient, le disaient chanceux et le félicitaient pour ses fiançailles avec sa patronne. Et il était là, mon mari, portant une bague en diamant comme un trophée. Il l'a embrassée comme si j'étais invisible, comme si nos 18 ans n'étaient qu'une histoire qu'il avait dépassée. Les gens ont acclamé. Quelqu'un a fait sauter le bouchon d'un champagne. Quelqu'un a filmé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste retourné et je suis sorti. Et dans le silence qui a suivi, j'ai discrètement annulé chaque paiement, chaque voyage et chaque compte partagé. Ensuite, j'ai retiré ma part de 83% dans l'entreprise, d'une valeur de 557 millions de dollars. Quelques minutes plus tard, mon téléphone affichait 356 appels manqués. Je m'appelle Collier Sterling. Et je ne vous raconte pas cela parce que je veux de la pitié. Je vous le dis parce que je sais ce que cela fait de voir toute sa vie réécrite en public alors que l'on tient encore les fleurs achetées pour quelqu'un qui ne les méritait pas. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement, à l'écoute, dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, même la plus petite connexion peut faire en sorte qu'une blessure se sente reconnue. Et si vous avez déjà été pris au dépourvu, trahi ou si l'on vous a fait vous sentir petit, abonnez-vous s'il vous plaît. Pas pour le mélodrame, mais pour la vérité, pour les leçons, et pour le genre de fin que nous n'obtenons pas dans la vraie vie, à moins de se battre pour elle. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Quand j'ai dit « et maintenant, voici mon histoire », je parlais de la partie que personne ne voit. La partie qui ne tient pas dans un clip. La partie qui commence bien avant un trajet en ascenseur et une pièce pleine d'inconnus prétendant ne pas regarder. Sur le papier, mon mariage avec Evan Hay semblait propre, normal, ce genre de stabilité que les gens aiment romancier. 2 professionnels, un enfant, une maison à Austin, des horaires qui s'alignent presque si l'on plisse les yeux. 18 ans ensemble, un calendrier partagé, des photos de famille qui rendaient nos parents fiers. Mais la vérité était que les dernières années avaient été remplies de fossés silencieux qui continuaient de s'élargir, peu importe la fréquence à laquelle j'essayais de les combler avec des projets de dîner et de la patience. Evan est devenu occupé d'une manière qui n'avait jamais de ligne d'arrivée. Son téléphone était toujours face contre table. Les notifications étaient soudainement désactivées. Si je demandais ce qu'il avait fait, il avait une réponse prête, fluide et pratiquée, une réunion de dernière minute, une urgence au travail, un coéquipier en crise, un appel client qui avait duré tard. Il n'élevait pas la voix. Il ne claquait pas les portes. C'était bien là le problème. Il ne faisait rien qui criait la culpabilité. Il est juste devenu quelqu'un qui était toujours ailleurs, même lorsqu'il était assis juste en face de moi. Miles l'a remarqué avant que je ne me l'avoue à moi-même. Miles a 16 ans, assez vieux pour percevoir la tension, assez jeune pour espérer encore qu'il se trompe. Il a ce genre d'intelligence vive et calme où il observe d'abord et parle en dernier. Il me posait des questions qui semblaient trop adultes pour son âge, sur ce ton prudent que les enfants utilisent lorsqu'ils essaient de ne pas déclencher une dispute. « Maman, est-ce que papa et toi allez bien? Pourquoi laisse-t-il son téléphone dans la voiture maintenant? Pourquoi prend-il toujours ses appels dehors ?» À chaque fois, je répondais comme une politicienne. J'adoucissais les choses. Je disais que le travail était stressant. Je disais que le mariage a des saisons. Je disais que tout n'avait pas besoin d'être une conversation au milieu de la cuisine. Je me disais que je protégeais notre paix. Mais pour être honnête, je protégeais mon déni. Parce que si je laissais Miles avoir raison, alors je devrais admettre que je m'étais trompé sur la seule chose sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter. Il y a une autre couche que les gens ne connaissent pas. Et Evan n'en faisait pas exactement la publicité non plus. Je ne suis pas seulement la femme d'Evan. J'ai construit quelque chose avant qu'il n'obtienne son titre chez Régnier Vertex. Caraway Infrastructure Group, CIG, n'est pas tombé dans mon escarcelle par hasard. Je l'ai construit avec des mains calleuses et des nuits sans sommeil et une colonne vertébrale qui a dû devenir forte tôt. C'est le genre d'entreprise dont les gens entendent parler sans savoir qui la dirige parce que je préfère qu'il en soit ainsi. Je sépare ma vie personnelle de mes affaires à dessein. Ce n'est pas du secret, c'est de la survie. Moins il y a de gens qui savent ce que vous contrôlez, moins il y a de gens qui essaient de vous contrôler.
Je ne me présente pas aux inaugurations. Je ne mets pas mon visage sur les communiqués de presse. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de stabilité. Ainsi, la plupart des gens dans le monde d'Evan me connaissaient comme quelqu'un de poli, de soigné et de calme. Ils ne savaient pas que j'étais celle qui pouvait fermer des portes avec une signature. Ils ne savaient pas ce que je possédais. Evan aimait certainement que ce soit ainsi. Cela lui permettait de se sentir plus important. Cela rendait son monde plus simple. Et cela signifiait que lorsque les gens nous regardaient, ils supposaient qu'il était celui qui subvenait aux besoins et que j'étais à l'arrière-plan. La Saint-Valentin n'était pas une fête sacrée pour moi, mais elle comptait cette année-là parce qu'elle semblait être ma dernière chance propre, pas une confrontation, pas une accusation, juste un moment que je pouvais créer pour dire « je te choisis encore même si les choses n'ont pas été simples ». Je veux toujours que notre famille ressemble à un foyer, pas à une salle d'attente. Austin était froide selon les normes du Texas ce matin-là. Le genre de froid vif qui réveille les poumons. J'ai conduit vers South Congress tôt avant que les trottoirs ne soient bondés de couples et de caméras et de ces ballons en forme de cœur rouge vif flottant devant les vitrines. J'avais commandé le bouquet à l'avance chez une fleuriste qui faisait des arrangements ressemblant à de l'art, des rouges profonds, des blancs doux, un peu sauvages sur les bords, comme s'ils étaient vivants. Quand elle me l'a tendu, il sentait quelque chose de réel, comme un effort, comme une version de moi-même que j'étais avant de commencer à réduire mes besoins pour qu'il soit plus facile de vivre avec moi. Dans mon sac se trouvait une enveloppe, et à l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient 2 billets d'avion pour Paris. Pas un fantasme, pas un, peut-être un jour. De vrais vols, de vraies dates, des sièges réservés, des confirmations imprimées parce que je ne voulais pas qu'elles soient enterrées dans un email où la vie pourrait prétendre qu'elle n'était pas là. J'imaginais le moment où je les remettrais à Evan. J'imaginais sa surprise, ce rare regard doux qu'il avait autrefois lorsqu'il se sentait compris. J'ai même répété la conversation dans ma tête comme s'il s'agissait d'une négociation que je voulais gagner sans que personne ne perde. Je n'allais l'accuser de rien. Je n'allais pas évoquer les nuits où il rentrait en sentant le savon d'hôtel et jurait avoir mangé au bureau. J'allais dire quelque chose de simple, tu me manques. Nous me manquons. J'ai réservé un week-end pour nous deux parce que je ne veux pas continuer à vivre comme des colocataires avec une hypothèque. J'avais réservé un dîner ce soir-là dans un endroit du centre-ville qu'Evan avait dit aimer autrefois, le genre de restaurant avec un éclairage tamisé et un menu qui vous incite à ralentir. Je me disais que le cadre l'aiderait à se rappeler comment être présent. Je me disais que la romance pouvait encore être un pont si on le construisait avec soin. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne planifiais pas seulement une surprise. J'essayais de sauver quelque chose sans nommer ce contre quoi je le sauvais. Miles m'a envoyé un message en fin de matinée, « Es-tu sûr de vouloir aller au bureau de papa ?» Les mots pesaient lourd sur mon écran, comme s'il les avait tapés et avait hésité avant d'appuyer sur envoyer. Je l'ai fixé une seconde de plus qu'il n'aurait fallu. Puis j'ai répondu, c'est juste une surprise. Je t'appellerai quand je serai là-bas. Miles a répondu rapidement, s'il te plaît, fais-le. Appelle-moi dès que tu entres. Cela aurait dû m'arrêter. Un adolescent de 16 ans ne demande pas ainsi à moins d'être déjà en train de se préparer au pire. Quelques minutes plus tard, Evan a envoyé un message lui aussi, ne passe pas aujourd'hui. Nous avons un événement interne. Son message semblait décontracté, comme un simple avertissement. Pas d'émoji, pas d'explication, juste une porte fermée. Dans une autre version de ma vie, j'aurais écouté. J'aurais dit d'accord et j'aurais réessayé un autre jour. Mais ce jour-là, tout ce que j'entendais était le même schéma, Evan contrôlant les termes, Evan choisissant le moment, Evan décidant quand j'ai le droit d'exister dans son monde. Je me suis dit, un événement signifie qu'il sera entouré de gens. Il se comportera bien. Il sera heureux que je sois venu. Ce sera une bonne surprise. Je me suis même autorisé à sourire en pensant à quel point cela pourrait sembler parfait, moi entrant avec des fleurs, lui se levant, les collègues disant, oh, Evan se rappelant qu'il a une femme qui croit encore en lui. C'est ainsi que fonctionne le déni. Il transforme les avertissements en invitations. Il habille les signaux d'alarme de papier cadeau. En début d'après-midi, je me garais près du bâtiment de Rainier Vertex dans le quartier technologique du centre-ville d'Austin, là où le verre et l'acier s'élèvent comme des promesses. Le hall sentait la pierre polie et le café cher. Tout dans cet endroit respirait le succès. Des lignes épurées, une musique calme, une réception qui ne semblait jamais surprise car la surprise ne correspond pas à la marque. J'ai ajusté le bouquet dans mon bras et vérifié l'enveloppe dans mon sac une dernière fois,
comme si les billets étaient un talisman qui pouvait me protéger. Je me suis dit, c'est le moment. C'est là que nous reprenons le bon chemin, la porte de l'ascenseur s'est refermée derrière moi avec un doux bruissement. La montée a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû, même si les chiffres grimpaient vite. Je regardais mon propre reflet dans le panneau miroir, du rouge à lèvres, des cheveux parfaitement épinglés en arrière, le regard fixe. Je ressemblais à quelqu'un qui maîtrisait tout. Je me souviens avoir pensé, si quelqu'un me voit, il pensera que je suis la femme la plus chanceuse du bâtiment. Les portes se sont ouvertes à l'étage d'Evan et tout s'est arrêté. Pas de manière dramatique au début, mais d'une manière calme et non naturelle, comme une chanson coupée au milieu d'un temps. Les conversations se sont tues. Les claviers se sont immobilisés. Je suis sorti et l'air semblait épais, lourd de ce genre de silence qui n'arrive pas par accident. Cela semblait répété. J'avais l'impression d'être entré exactement dans le cadre où l'on m'attendait. Et pour la première fois de la journée, mon estomac s'est noué avec une certitude qui n'avait rien à voir avec la nervosité. C'était de la reconnaissance. Quelque chose ici m'attendait. L'espace de bureau ouvert s'étendait largement devant moi, des rangées de bureaux rectilignes, une lumière blanche tombant des panneaux du plafond, des murs de verre montrant l'horizon d'Austin comme une carte postale épinglée à la réalité. Tout était net, propre et lumineux de la façon dont les espaces d'entreprise essaient de l'être, comme si la luminosité pouvait empêcher les secrets de croître. Les gens étaient debout, pas assis, regroupés en petits îlots comme s'ils avaient été rassemblés pour une annonce. Leurs visages se sont tous tournés vers moi en même temps. Et ce qui m'a frappé n'était pas la colère ou le choc. C'était ce regard mélangé que les gens ont lorsqu'ils assistent à un accident de voiture qu'ils ne peuvent pas arrêter, de la pitié, de la curiosité, et quelque chose de pire en dessous le soulagement que cela ne leur arrive pas à eux. Personne ne s'est avancé pour m'accueillir. Personne n'a dit, puis-je vous aider? Quelques personnes ont souri trop vite puis ont détourné le regard. Un homme près de l'imprimante a fait un pas en arrière comme s'il avait été surpris là où il ne devait pas être. Je pouvais sentir le poids de leur savoir peser comme une main sur mes épaules. Ils savaient pourquoi j'étais là. Ils savaient ce que j'ignorais. Puis Tessa est apparue, se déplaçant dans l'espace comme si elle avait été lancée par un canon. C'était l'une des collègues d'Evan, le genre de personne qui semblait toujours amicale lors des événements d'entreprise, demandait toujours des nouvelles de Miles, disait toujours des choses comme « Evan parle tellement de toi ». Maintenant, son visage était pâle, ses yeux écarquillés, et ses mains tremblaient comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. « Kolia » a-t-elle dit, et mon nom sonnait faux dans sa bouche trop doux pour le moment. « Que fais-tu ici » J'ai soulevé légèrement le bouquet, forçant ma voix à rester normale. « C'est la Saint-Valentin » ai-je dit, comme si la réponse était évidente. Je fais une surprise à Evan. Est-il dans son bureau? Le silence s'est étiré. J'ai regardé Tessa déglutir. Elle a regardé derrière moi vers le centre de l'étage comme si elle vérifiait où se trouvaient les sorties. Peut-être que tu devrais. A-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Ses yeux ont glissé vers les fleurs, puis sont revenus vers mon visage. Peut-être que tu devrais l'appeler d'abord. Quelque chose de froid a glissé le long de ma colonne vertébrale. J'ai maintenu mon sourire en place comme s'il s'agissait d'une armure. C'est une surprise, ai-je répété, même si le mot se fissurait déjà en moi. Autour de nous, les gens échangeaient des regards. Une femme près des fenêtres a serré les lèvres. Le téléphone de quelqu'un s'est levé juste un peu, la caméra orientée dans ma direction, puis s'est abaissée quand je l'ai remarqué. Une autre personne a pris une inspiration superficielle comme si elle allait être témoin de quelque chose de laid et ne pouvait décider s'il fallait détourner le regard. En cette fraction de seconde, j'en ai compris la forme. Je n'entrais pas dans une journée de travail normale. Je n'entrais même pas dans une trahison privée. J'entrais dans une pièce pleine de gens qui vivaient avec le secret de mon mari à la vue de tous. Je n'étais pas la première à savoir. J'étais la dernière à être informée. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, une voix a coupé la tension claire, forte, trop assurée. La voilà. Roxane, Roxy, Calder s'est avancée comme si l'air lui appartenait. Bien sûr qu'il lui appartenait. Elle possédait le bâtiment, l'entreprise, le pouvoir dans chaque conversation à cet étage. Elle était grande, soignée et parfaitement posée, portant un blazer qui lui allait comme s'il avait été peint sur elle. Son sourire était de ceux qui ne touchent jamais les yeux. C'était une chaleur d'entreprise pratiquée, professionnelle et dangereuse si on la comprenait mal. Kolia Sterling, a-t-elle dit,
et la façon dont elle a prononcé mon nom de famille m'a indiqué qu'elle l'avait déjà dit auparavant. Peut-être dans des réunions auxquelles je n'assistais pas, je suis si ravi que vous ayez pu venir. Venir, comme si j'avais été invité. Comme si j'étais une invitée arrivant à une fête avec une entrée prévue. J'ai cligné des yeux une fois, lentement. Je suis ici pour voir mon mari, ai-je dit. Le sourire de Roxane s'est élargi d'une fraction. Bien sûr. Vous arrivez juste à temps. Elle a fait un geste de la main ouverte, me guidant vers l'avant comme si elle m'escortait au premier rang d'une présentation. Et le plus terrifiant était que les gens bougeaient avec elle des décalages subtils, de minuscules pas, des corps s'inclinant pour libérer le passage. Pas parce qu'ils étaient excités. Parce qu'ils suivaient le scénario. Je voulais le surprendre, ai-je dit. Et j'ai détesté à quel point ma voix paraissait soudainement plus petite dans cette pièce lumineuse. Oh, il va être surpris, a répondu Roxane, son ton léger, presque enjoué. Mais quelque chose là-dedans m'a tordu l'estomac, comme si l'humour était destiné à tout le monde sauf à moi. Je l'ai suivi sans le vouloir vraiment. Ce n'était pas de l'obéissance. C'était du choc. C'était le même réflexe que l'on a lorsqu'on voit un danger et que le corps essaie de le comprendre avant de réagir. Et puis j'ai vu Evan. Il est sorti d'une salle de conférence aux parois de verre, ayant l'air d'avoir été préparé pour une séance photo de marque. Les cheveux soignés, la chemise impeccable, la mâchoire nette. L'Evan qui rentrait autrefois avec sa cravate desserrée et les épaules fatiguées n'était pas dans cette pièce. Cet Evan semblait plein d'énergie, élevé, comme s'il avait été nourri d'une nouvelle version de lui-même. Pendant une seconde, ses yeux ont croisé les miens, et j'ai vu son visage passer par des émotions si rapides qu'elles ne se sont presque pas enregistrées, la surprise, un éclair de panique, quelque chose comme de la culpabilité, puis un durcissement. Pas de la cruauté exactement, mais du calcul, le regard d'un homme qui réalise que le public regarde et choisit la performance plutôt que la vérité. Puis mon regard est descendu. La bague était à sa main. Pas à la sienne. À la sienne à lui. Un diamant serti dans un anneau épais, accrochant la lumière blanche du bureau comme le flash d'un appareil photo. Pendant un battement de cœur, mon esprit a essayé de rejeter cela. Les hommes ne portent pas de bague de fiançailles comme ça, ai-je pensé stupidement, comme si mon incrédulité pouvait réécrire ce que je voyais. Mais des gens le font. Beaucoup d'hommes le font. Surtout des hommes qui veulent que le monde sache qu'ils ont été choisis par le pouvoir. Quelqu'un a crié de l'autre côté de l'étage, « Félicitations ». Une autre voix a renchéri, trop joyeuse, trop empressée, c'est quand le mariage? Des applaudissements ont éclaté, hésitant au début, puis croissant comme une vague une fois que les gens ont réalisé qu'il était sûr d'applaudir. Du champagne est apparu de nulle part. Des flûtes se sont levées, les bulles accrochant la lumière, les rires essayant de paraître normaux. C'était comme une célébration se déroulant sur une scène de crime. Je me tenais là, tenant des fleurs qui semblaient soudain ridicules, comme un accessoire du mauvais film. Mes doigts se sont serrés autour des tiges jusqu'à ce que l'emballage se froisse. Evan a fait 2 pas en avant, pas vers moi, mais vers Roxane. Il n'a pas cherché ma main. Il n'a pas baissé la voix pour dire « pas ici ». Il n'a pas fait la seule chose qu'une personne fait lorsqu'elle reconnaît encore votre humanité, vous prendre à part. Il a agi comme s'il avait déjà décidé que je n'avais pas droit à l'intimité. La main de Roxane a glissé sur sa taille comme si elle attendait le signal. Elle a levé le visage et Evan l'a embrassé. Pas un baiser rapide, pas un geste poli. Un vrai baiser. Le genre qui s'attarde juste assez pour communiquer une dominance. Assez longtemps pour que chaque paire d'yeux dans cette pièce l'enregistre. Assez longtemps pour que tout doute meure. Quelqu'un a acclamé. Quelqu'un a ri. J'ai entendu le déclic d'un appareil photo de téléphone. J'ai vu du coin de l'œil un collègue incliner son écran pour pouvoir capturer ma réaction comme s'il s'agissait de contenu. Mon corps est devenu froid, puis chaud, puis froid à nouveau. J'ai senti le sang quitter mon visage et je me suis battu pour garder une expression neutre parce que j'ai soudainement compris ce qu'il voulait. Il voulait que je craque. Il voulait une scène. Il voulait que je devienne la femme instable faisant irruption sur un lieu de travail pour pouvoir me pointer du doigt plus tard et dire « Vous voyez, c'est pour ça qu'il l'a quitté. C'est pour ça que nous avons dû faire ainsi. » Roxane gardait sa main sur Evan comme une signature. Evan s'est détaché du baiser et a levé légèrement sa main gauche, pas de manière subtile, pas timidement, laissant la bague en diamant accrocher la lumière. Un trophée, une déclaration. Je m'entendis parler avant même d'avoir pleinement choisi les mots.
Félicitations, ai-je dit. Une syllabe nette après l'autre, ma voix assez stable pour que les gens qui filmaient puissent l'entendre clairement. Je ne leur ai pas donné de larmes. Je ne leur ai pas donné de rage. Je leur ai donné un calme qui a rendu la pièce inconfortable, comme s'il manquait une page au scénario. La bouche d'Evan s'est ouverte comme s'il allait enfin prononcer mon nom. Peut-être s'attendait-il à ce que je supplie. Peut-être s'attendait-il à ce que je me fige. Au lieu de cela, j'ai fait un pas sur le côté et j'ai posé le bouquet sur un bureau vide près de l'allée. Les fleurs semblaient déplacées sur la surface blanche et lisse, trop vivantes, trop honnêtes, comme si j'avais abandonné ma dernière tentative de nous sauver et l'avais laissée là pour que des étrangers la jugent. Pendant un moment, personne n'a bougé. Même les applaudissements ont faibli. C'était le deuxième silence, celui qui survient après que les gens réalisent qu'ils pourraient effectivement devoir faire face à ce à quoi ils viennent de participer. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis retourné et j'ai marché vers les ascenseurs, les épaules droites, le pouls battant si fort que j'avais l'impression qu'il secouait ma cage thoracique. Je pouvais sentir les regards dans mon dos, le poids de tout un étage de personnes prétendant ne pas être complices. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes comme si le bâtiment lui-même voulait me voir partir. Je suis entré. Alors que les portes commençaient à coulisser pour se fermer, j'ai aperçu une dernière fois le visage d'Evan, confus maintenant, perturbé, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne le suppliais pas de revenir dans une histoire qu'il avait déjà incendiée. Les portes se sont fermées. L'air dans l'ascenseur semblait rare. Mes mains ont commencé à trembler. Puis, enfin, quand personne ne pouvait plus filmer, j'ai pris mon téléphone non pas parce que je voulais appeler Evan, mais parce qu'il ne s'arrêtait pas de vibrer. Miles. 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 Les appels manqués s'empilaient sur l'écran, les uns après les autres, comme si mon fils avait essayé de me retenir avant que je ne franchisse le précipice. J'ai fixé son nom jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Et tandis que l'ascenseur descendait en silence, une pensée froide s'est installée avec une clarté brutale, ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une réécriture publique, un moment planifié et conçu pour me faire perdre le contrôle devant témoins. Il ne voulait pas seulement me remplacer. Il voulait m'effacer. Au moment où l'ascenseur a atteint le hall, le nom de Miles avait rempli mon écran tant de fois qu'il ressemblait à une étiquette d'avertissement. Appel après appel, la même photo de contact, le même nœud serré dans ma poitrine devenant plus lourd à chaque vibration. La porte a glissé et je suis sorti dans le calme poli du hall comme si je sortais d'une autre vie. Dehors, Austin m'a frappé au visage, l'air froid, le bruit de la circulation, une sirène quelque part au loin. Des gens qui bougeaient comme si c'était un jour ordinaire. Cette normalité semblait cruelle, comme si la ville refusait de reconnaître ce qui venait de m'arriver 15 étages plus haut. J'ai poussé la porte tournante et le vent s'est engouffré sous mon manteau. Mes mains tremblaient encore mais je les occupais, les clés, le téléphone, la bandoulière du sac n'importe quoi pour ne pas m'arrêter. J'ai marché vite sur le trottoir et je suis descendu dans le garage où le son a changé, des bruits de pas en écho, des moteurs tournant au ralenti, le bourdonnement sourd des lumières fluorescentes. Dans cet espace de béton, sans personne pour regarder, mon sang-froid a finalement vacillé juste assez pour que je doive presser ma langue contre mon palais afin de garder une respiration régulière. J'ai rappelé Miles avant même d'atteindre ma voiture. Il a décroché à la première sonnerie. Maman. Sa voix s'est brisée sur le mot. Il avait l'air d'avoir retenu son souffle pendant 1 heure. Je suis là, ai-je dit, forçant ma voix à paraître calme. Je vais bien. Il y eut une pause, le genre où un enfant essaie de décider si vous mentez. Es-tu entré? Oui. Une autre pause, plus longue. Es-tu encore là-bas? Non, ai-je dit. Je pars. Je rentre à la maison tout de suite. Il a expiré comme s'il venait d'être soulagé d'un poids. Que s'est-il passé? J'ai regardé mon pare-brise, la fine couche de poussière sur la vitre, le reflet des lumières du garage. Je pouvais encore voir le bureau dans mon esprit, la lumière blanche, les mains qui applaudissent, la bague brillant comme un projecteur. Je pouvais encore entendre le bouchon de champagne sauter. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé un ton bref et clair. Ce soir, ai-je dit. Juste toi et moi ce soir. Nous parlerons quand je serai à la maison. Maman, a-t-il commencé, et j'ai entendu de la colère dans cette syllabe. Pas contre moi, contre quelque chose qu'il comprenait déjà. Je vais bien, ai-je répété plus doucement. Je te promets que je ne vais rien faire de stupide. Je conduis.
Je serai là bientôt. D'accord, a-t-il dit, mais sa voix ne semblait pas convaincue. Appelle-moi quand tu seras sur la route. Je le ferai. J'ai raccroché et je suis resté assise là, le téléphone sur les genoux, pendant un moment trop long, écoutant mon propre pouls. J'aurais pu appeler Evan. J'aurais pu exiger une explication. J'aurais pu essayer de l'arracher à la performance qu'il avait choisie. Mais je savais ce qu'il voulait. Il me voulait réactive, bruyante, instable, quelque chose qu'il pourrait pointer du doigt plus tard pour tout justifier. Je n'allais pas leur donner cela. Alors, je me suis fixé un nouvel objectif là même, sur le siège conducteur, les mains encore tremblantes. Pas de dispute publique, pas de négociation émotionnelle, plus aucune image de moi étant le problème. À partir de cet instant, tout passerait par des traces écrites et des mots de passe, des décisions qui pourraient être prouvées, des actions qui ne pourraient pas être déformées. J'ai démarré le moteur, je suis sorti du garage et je me suis inséré dans la circulation de l'après-midi comme si j'y avais ma place. La radio était encore allumée depuis le matin, une station joyeuse qui semblait obscène maintenant. Je l'ai éteinte. Le silence à l'intérieur de la voiture n'était pas paisible, mais il était à moi. Au premier feu rouge, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. La réservation pour Paris me fixait comme un défi. 2 billets, 2 noms, 2 sièges que j'avais achetés pour un homme qui venait d'en embrasser une autre devant un public. J'ai annulé sans hésiter. La confirmation est arrivée une seconde plus tard. Remboursement en attente. Je n'ai rien ressenti au début. Ni satisfaction, ni chagrin, juste un calme froid, comme si je coupais une corde qui s'effilochait déjà. Ensuite, le restaurant. J'ai ouvert l'email de réservation, j'ai cliqué sur le lien, j'ai annulé. C'était fait. Puis je suis passé aux abonnements et aux paiements automatiques, ces fils financiers discrets qui lient 2 personnes même après la disparition de la confiance. Forfait mobile, service de streaming, l'abonnement à la salle de sport sur lequel Evan insistait mais qu'il utilisait rarement, quelques paiements récurrents qui avaient été mis en place et oubliés parce que la vie était bien remplie et que l'argent n'était pas le sujet de nos disputes. Je me suis garé sur un parking près d'un café dont je serais incapable de vous donner le nom, j'ai coupé le moteur et j'ai ouvert mon ordinateur portable là, dans la voiture. J'avais besoin d'un plus grand écran. J'avais besoin de ce genre de contrôle qui vient du fait de tout voir d'un coup. Je me suis connecté à notre portail bancaire et j'ai commencé à le parcourir comme je gère une crise au travail, séquence, ordre, aucun mouvement inutile. Arrêter les prélèvements automatiques sur les comptes joints. Bloquer la carte de crédit commune. Supprimer Evan en tant qu'utilisateur autorisé partout où je le pouvais. Changer les mots de passe. Activer l'authentification à 2 facteurs. Mettre à jour les adresses e-mail de récupération. Chaque clic ressemblait à un point de suture fermant une blessure qui saignait silencieusement depuis des mois. Puis je l'ai vu. Une petite notification dans un coin d'écran que la plupart des gens ne regardent jamais, à moins d'être déjà méfiants, changement en attente, une demande qui n'avait pas été finalisée. J'ai cliqué. Il y avait une tentative récente de modifier l'autorité de signature liée à l'une de nos structures de paiement domestique, un avenant en attente de vérification finale. Pas terminé, pas entièrement approuvé, mais initié. Ce n'était pas spectaculaire en surface. C'était le genre de chose devant laquelle une personne pourrait hausser les épaules si elle ne comprenait pas comment ces systèmes fonctionnent. Mais je comprenais. Un changement comme celui-là n'était pas un accident. Ce n'était pas un clic au hasard. C'était une porte que l'on testait. Mes doigts sont devenus froids sur le clavier. J'ai fixé l'horodatage. Récent. Trop récent pour être de la vieille paperasse. Trop intentionnel pour n'être rien. Evan ne s'était pas contenté de sortir de notre mariage, il cherchait à atteindre des pans de ma vie auxquels il n'avait jamais gagné l'accès. Je ne suis pas resté là à me demander pourquoi. Je n'ai pas laissé mon esprit dériver vers un « il y a peut-être une explication ». J'ai fermé la porte. J'ai révoqué chaque point d'accès lié à cette demande. J'ai verrouillé tous les changements en attente. J'ai mis à jour la liste des signataires approuvés. J'ai configuré des alertes pour toute tentative future, même mineure. Puis je me suis arrêté et j'ai pris une inspiration, car je savais que j'allais faire quelque chose qui allait changer l'atmosphère pour toutes les personnes concernées. J'ai appelé Priya de C. Priya a répondu comme elle le faisait toujours, calme, vive, déjà en action. Priya, je dois activer la structure de protection, ai-je dit. Pas de préambule. Elle n'en avait pas besoin.
Une pause, pas assez longue pour être de l'hésitation. Que s'est-il passé? Mon mari a mis en scène l'annonce de ses fiançailles à son bureau aujourd'hui, ai-je dit. Et même le dire à voix haute semblait surréaliste. Avec sa PDG, devant son équipe, devant moi. Priya a expiré une fois, de manière contrôlée. D'accord. Es-tu en sécurité? Oui, je suis en sécurité. Je n'ai pas envie de discuter. J'ai envie de fermer les accès. Compris, dit-elle. Où es-tu? Dans ma voiture, ai-je admis. Ordinateur ouvert. J'ai déjà bloqué ce que je pouvais. Bien, dit-elle. Et j'ai entendu le changement dans sa voix, le passage à l'architecture juridique, le monde où les sentiments ne comptent pas et où les signatures priment. Nous allons transférer votre participation majoritaire dans la structure de holding et la verrouiller. Je t'envoie un lien sécurisé maintenant. Ne le transfère pas. Ne fais pas de capture d'écran, utilise-le simplement. Mon téléphone a sonné. Un message, un lien. J'ai cliqué et j'ai suivi les étapes d'authentification. Elle exigeait plus de couches que la plupart des gens ne soupçonnent l'existence. Le processus était propre, efficace et silencieusement brutal. Document après document, chacun était une barrière. Voici ce que nous faisons, a dit Priya pendant que nous travaillions. Nous confirmons que vos actions se trouvent là où elles doivent être. Nous transférons vos 83% vers la structure de holding sous le cadre du trust. Nous verrouillons l'autorité de signature sur la liste approuvée et nous invalidons toute proposition de modification récente qui n'a pas été pleinement exécutée selon la procédure appropriée. J'ai regardé les chiffres apparaître sur mon écran. Pourcentage de propriété, estimation de valeur, le genre de chiffres qui ressemble à de la fiction quand on les prononce à voix haute. 83% de valeur estimée, 557 millions de dollars. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais lucide parce que ce chiffre n'était pas seulement de l'argent. C'était un levier. C'était la chose qu'Evan n'avait jamais pu toucher à moins que je ne le laisse faire. Et je venais de m'assurer qu'il ne puisse pas le toucher maintenant, même s'il essayait. Confirme, a dit Priya. Mon curseur a plané sur le bouton pendant une demi-seconde. Non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que mon esprit a revu une version antérieure de moi, celle qui aurait supplié pour une conversation d'abord, celle qui croyait encore que l'amour pouvait être réparé avec de la patience et un week-end à Paris. Puis j'ai cliqué. Une bannière de confirmation est apparue, action terminée, contrôle mis à jour, modification en attente annulée. Et mon téléphone a explosé. Cela a commencé par Evan. Un appel après l'autre, à la suite, comme s'il appuyait sur la touche de rappel si vite que son pouce devait se crisper. Puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Puis un numéro masqué. Puis un numéro qui ressemblait à une ligne d'entreprise. Puis un autre. Puis encore un autre. J'ai regardé les appels manqués s'empiler en temps réel, le décompte grimpant si rapidement que cela ne semblait pas possible. 356 appels manqués en quelques minutes. Quelque part dans ce déluge se trouvait le monde de Roxane qui me contactait via des assistants, des lignes internes et toute l'influence qu'elle pensait pouvoir utiliser pour me forcer à décrocher. Quelque part dans ce déluge, il y avait des gens qui essayaient de comprendre ce que j'avais fait et comment l'arrêter. L'urgence de ces appels m'en disait plus que n'importe quel aveu. Ils n'appelaient pas parce qu'ils se sentaient mal. Ils appelaient parce que quelque chose qu'ils pensaient contrôler venait de leur échapper. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler. Je parcourais les comptes et les points d'accès comme si je fermais un bâtiment pendant une tempête. J'ai changé les questions de récupération. J'ai mis à jour les appareils autorisés. J'ai supprimé les identifiants partagés. J'ai configuré toutes les communications pour qu'elles passent par des canaux sécurisés. Puis la banque a appelé. Madame Sterling. La voix était professionnelle, prudente. C'est Simone Park. Je vous appelle de votre équipe de gestion privée. Notre système a signalé plusieurs actions de grande valeur et des fermetures de comptes sur une courte période. Je dois vérifier qu'il s'agit bien de vous. Je me suis redressé. C'est moi. Merci, a dit Simone. Pour la vérification, pouvez-vous confirmer? Elle a passé en revue les questions de sécurité comme un script, mais son ton portait ce genre de vigilance qui survient quand l'argent bouge vite. J'ai répondu sans hésiter. Très bien, dit-elle. Mademoiselle Sterling, autorisez-vous ces transferts et les révocations d'accès initiés aujourd'hui? Oui, ai-je dit.
Et j'ai besoin que vous bloquiez tout changement initié par un tiers. S'il y a des demandes en attente, je les. Rien n'est approuvé sans mon autorisation directe. Compris, a répondu Simone. Puis-je demander si cela est dû à une suspicion de fraude? J'ai fixé le tableau de bord de ma voiture, la petite fissure dans le cuir près du volant, une imperfection dont je ne m'étais jamais soucié jusqu'à présent. Ce n'est pas une fraude, ai-je dit calmement. C'est un divorce. Il s'agit d'une restructuration et d'une mesure de protection. Il y eut un silence sur la ligne le temps que Simone recalibre. Je comprends, dit-elle enfin, et sa voix s'est adoucie d'un cran. Pas de manque de professionnalisme, juste de l'humanité. Nous allons documenter cela en conséquence. Je vais placer des protections supplémentaires sur votre profil. Si des tentatives d'accès surviennent, vous en serez immédiatement informé. Merci, ai-je dit. Mademoiselle Sterling, a ajouté doucement Simone. Avez-vous besoin que nous signalions une personne en particulier? J'ai pensé au visage d'Evan, à la façon dont il m'avait regardé pendant cette brève seconde avant de choisir la mise en scène. Oui, ai-je dit. Evan Hale. Toute demande associée à lui est bloquée à moins que je ne l'approuve personnellement. C'est fait, a dit Simone. Prenez soin de vous. Quand l'appel a pris fin, j'ai regardé mes mains sur le volant. Elles étaient stables maintenant. Non pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que j'avais donné un travail à ma douleur. J'ai traversé le trafic d'Austin pour rentrer chez moi alors que le soleil de fin d'après-midi teintait les immeubles de vert en orange, la ville paraissant presque belle d'une manière qui me rendait furieuse. Au feu rouge, mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai posé face contre terre et je l'ai laissé là. Miles était déjà à la maison quand je suis entré. Il était dans la cuisine, pas assis, juste debout comme s'il avait attendu le bruit de mes clés. Sa mâchoire était serrée, ses yeux brillants d'une colère et d'une peur qu'il essayait de ne pas montrer. Dès qu'il m'a vu, il a bougé rapidement, traversant la pièce comme s'il avait besoin de confirmer que j'étais réel. « Tu vas bien ?» a-t-il dit, pas une question, plutôt comme s'il se le disait à lui-même. « Je vais bien » ai-je répondu. Et je parlais physiquement. Émotionnellement, c'était une autre catégorie. Il a regardé mes mains. « Où sont les fleurs ?» J'ai dégluti. Je les ai laissées. Sa bouche s'est crispée. Il n'a pas demandé où, il n'en avait pas besoin. Que s'est-il passé, a-t-il redemandé, et cette fois il n'y avait aucune douceur dans sa voix. Il y avait quelque chose de dur, de protecteur. J'ai posé mon sac, j'ai enlevé mon manteau lentement, et je me suis forcé à croiser son regard. Je suis allé au bureau de ton père pour lui faire une surprise pour la Saint-Valentin, ai-je dit. Je suis entré et ses collègues le félicitaient pour ses fiançailles. Miles a scié une fois. Fiançailles avec qui? Avec sa PDG, ai-je dit. Roxane Calder. Le silence qui a suivi était différent de celui du bureau. Ce silence était privé. C'était le son d'un enfant essayant d'intégrer une trahison d'adulte dans sa compréhension du monde. La voix de Miles a baissé d'un ton. Il a fait ça là-bas? Devant tout le monde? Oui, ai-je dit. Il l'a embrassé. Et il portait une bague. Les mains de Miles se sont serrées en poing sur ses côtés. Il l'a embrassé devant toi. Oui. Il a détourné le regard vers la fenêtre, comme s'il ne voulait pas que je voie ce que cela lui faisait. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, dit-il après un moment, à voix basse. Je ne savais pas que c'était ça. Que as-tu vu, ai-je demandé doucement. Miles a hésité, puis a parlé comme s'il retenait ces détails depuis des mois. Il disparaît, dit-il. Il dit qu'il va chercher quelque chose au bureau et il part pendant des heures. Il prend ses appels dehors. Il envoie des textos en inclinant son téléphone pour le cacher. Et son emploi du temps, maman. C'est bizarre. Ça n'a pas de sens. Il travaille les samedis, mais ensuite il rentre tôt certains jours comme si de rien n'était. J'ai écouté sans l'interrompre. Chaque mot était une nouvelle lame, mais j'en avais besoin non pas pour me torturer, mais pour comprendre la forme de ce à quoi je faisais face. Miles m'a regardé à nouveau. Je suis désolé, dit-il, et sa voix s'est brisée sur ces mots. Je ne te l'ai pas dit parce que je n'en étais pas sûr, et je ne voulais pas tout faire exploser. Je me suis approché et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Ce n'est pas toi qui as fait ça, ai-je dit fermement. Tu es l'enfant. Tu n'es pas responsable des choix d'adultes faits par les adultes de cette maison. Il a hoché la tête, mais son visage restait tendu.
Est-ce que tu vas lui parler? J'ai repensé aux appels manqués, à la pression contenue dans ces chiffres. Pas directement, ai-je dit. Pas maintenant. Tout ce qu'il a à dire passera par les voies appropriées. Miles a froncé les sourcils. Comme des avocats? Oui, ai-je dit. Et le mot sonnait bizarrement dans ma propre cuisine, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Demain matin, j'ai rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. Ses yeux se sont agrandis légèrement. Tu le fais vraiment? Je le fais vraiment, ai-je dit. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas une erreur. C'était un choix. Et ce n'était pas seulement une question de sentiment. Je n'ai pas encore mentionné la tentative de modification de l'autorité de signature. Miles n'avait pas besoin de ce poids ce soir. Il avait besoin d'une mère capable de tenir la ligne. Mon téléphone a encore vibré sur le comptoir. Je n'y ai pas touché. Miles l'a regardé puis m'a regardé. Il appelle encore? Oui. Miles a dégluti. Et s'il vient ici? S'il se présente, ai-je dit, nous gérons cela calmement. Mais ce soir, c'est nous deux. On mange. On respire. On traverse ça heure par heure. Miles a hoché la tête lentement, et je pouvais voir qu'il essayait d'être fort comme le font les enfants quand ils pensent que leur force peut aider un parent à tenir bon. Cela m'a brisé le cœur d'une manière différente d'Evan. Plus tard, après le dîner, une nourriture qu'aucun de nous n'a vraiment goûté, j'étais assise dans mon bureau à la maison, mon ordinateur ouvert, fixant le déluge d'appels manqués comme s'il s'agissait d'un tableau de score. Je n'ai pas rappelé Evan, pas une seule fois, car la question dans mon esprit avait changé et ne me laissait aucun repos. S'agissait-il seulement d'une liaison et d'un ego? Ou Evan travaillait-il avec Roxane pour s'immiscer plus profondément dans mes accès, dans mon contrôle, dans les parties de ma vie qu'il n'avait jamais eu le droit de toucher? J'ai fermé mon ordinateur portable, éteint mon téléphone pour la première fois depuis des années, et écrit une seule ligne sur un bloc-notes à côté de mon lit, rencontrer l'avocat. Aucune conversation sans conseil juridique. Uniquement des preuves. Je me suis réveillé avant mon réveil, de la manière dont on se réveille après une mauvaise nouvelle, les yeux ouverts, le cœur battant déjà la chamade, l'esprit passant déjà en revue ce que l'on voudrait pouvoir défaire. Pendant quelques secondes, je suis resté allongé à fixer le plafond, écoutant la maison respirer. La porte de Miles au bout du couloir était fermée. L'air était immobile. Le calme semblait fragile, comme si un mouvement trop brusque allait le briser. Je ne me suis pas permis de penser au baiser. Pas encore. Je ne me suis pas permis de rejouer le moment où Evan avait levé sa main et laissé la bague accrocher la lumière. Je ne pouvais pas me permettre de commencer la journée à l'intérieur de ma propre douleur. À la place, je me suis donné une tâche, quelque chose de mesurable, l'épreuve. Si Evan et Roxane voulaient contrôler l'histoire, alors la seule issue était de s'assurer que la vérité était reçue. J'ai préparé du café et je l'ai apporté dans mon bureau. Alors que le ciel dehors était encore pâle, l'ordinateur s'est allumé. L'écran s'est éclairé. Le monde s'est réduit à des onglets et des horodatage. J'ai construit une chronologie à l'heure près. Quand j'ai quitté South Congress avec le bouquet, quand je me suis garé à René Vertex, quand je suis entré dans le bâtiment, quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le moment où j'ai vu la bague, le moment où Evan l'a embrassée, le moment où j'ai posé les fleurs, l'heure à laquelle j'ai atteint le parking, la minute exacte où j'ai commencé à annuler la réservation pour Paris, l'heure de confirmation de l'annulation du restaurant, l'horodatage des blocages de comptes. La minute où le lien sécurisé de Priya est arrivé sur mon téléphone, la confirmation que la participation majoritaire était transférée et verrouillée. Le pic d'appels, 356 appels manqués capturés dans des captures d'écran avec horodatage visible. J'ai tout sauvegardé à 2 endroits. J'ai téléchargé les confirmations. J'ai enregistré les emails en PDF. J'ai exporté l'activité des comptes. J'ai sauvegardé les journaux d'appels. J'ai pris des photos de mon écran montrant le nombre d'appels manqués parce que je n'avais confiance en rien de ce qui pourrait être accidentellement perdu plus tard. S'il y avait une chose que j'avais apprise en voyant Evan se transformer en comédien du jour au lendemain, c'était que la réalité est facile à réécrire quand on n'en garde pas sa propre copie. Ensuite est venue la piste de l'argent. Je me suis connecté à nos comptes joints et j'ai extrait les rapports des 12 derniers mois. Carte de crédit, compte courant, épargne, tout ce qui portait nos 2 noms. J'ai téléchargé les relevés et exporté les historiques de transactions dans un tableur. Puis j'ai commencé à trier comme une enquêtrice, pas comme une épouse. Restaurants, des endroits haut de gamme du centre-ville où je n'étais jamais allé avec lui.
Hôtel, séjour de week-end, même chaîne, même schéma. Des achats de bijoux qui ne correspondaient à aucun cadeau reçu. Service de VTC, des prises en charge tard le soir dans des zones qu'il n'avait jamais mentionnées. Voyage de week-end, des frais de complexe hôtelier marqués comme voyage d'affaires dans le champ mémo. J'ai recoupé les dates avec les excuses habituelles d'Evan, déploiement nocturne, séminaire d'équipe, dîner client. L'histoire qu'il m'avait servi pendant des mois se plaçait à côté des données et les écarts étaient flagrants. Tant de frais avaient eu lieu les vendredis soirs et les samedis matins, des moments où il me disait qu'il gérait quelque chose d'urgent au bureau. Les chiffres n'étaient pas émotionnels. Ils étaient cliniques. Il se moquait de ce qu'il prétendait, ils existaient, c'est tout. J'ai ajouté une colonne pour l'explication d'Evan. Je ne l'ai pas fait par mesquinerie. Je l'ai fait parce que ce n'était pas juste moi qui étais blessé, c'était moi me préparant pour une salle d'audience où la blessure ne signifie rien à moins de pouvoir montrer pourquoi elle importe. Mes notes sont restées simples, à 10 dîners d'équipe, à 10 réunions tardives, à 10 en déplacement. Je n'ai pas écrit d'insultes. Je n'ai pas écrit de colère. J'ai écrit des faits. Et puis j'ai vu un groupe de transactions qui m'a serré l'estomac d'une manière différente des frais d'hôtel. Champagne, traiteur, frais de service événementiel, un paiement à un fournisseur qui ressemblait à de la logistique de célébration d'entreprise, et dans la même fenêtre de temps, un achat en bijouterie trop important pour être anodin. Il y avait aussi un remboursement qui n'avait pas de sens, de l'argent revenant d'un compte que je ne reconnaissais pas, comme si quelqu'un essayait de brouiller les pistes après l'achat. Je me suis adossé à ma chaise, fixant ces lignes. L'annonce des fiançailles n'avait pas été spontanée. Elle avait été préparée, planifiée, financée. Et si une partie de cela avait été payée avec de l'argent lié à notre foyer, alors ce n'était pas seulement humiliant, c'était un vol déguisé en romance. J'ai surligné tout le groupe et je l'ai étiqueté dans mon tableur, événement annonce bureau. Les mots paraissaient stériles sur l'écran, mais ils me permettaient de rester stable. Ils m'empêchaient de tomber dans le piège de penser que j'avais simplement été malchanceuse en amour. C'était de la structure. C'était de l'intention. J'ai rappelé Priya après le lever du soleil, quand je savais qu'elle serait à son bureau. J'ai trouvé une modification de l'autorité de signature en attente, lui ai-je dit. Et je veux creuser davantage. Priya n'a pas semblé surprise. Envoie-moi ce que tu vois. J'ai transmis la documentation via notre canal sécurisé. Pendant qu'elle l'examinait, j'ai ouvert à nouveau les journaux système. L'avenant n'avait pas été finalisé, mais il avait été initié avec des détails qui ne pouvaient pas être devinés, des informations que seul quelqu'un ayant accès à notre vie privée pouvait connaître. Cela signifiait qu'Evan l'avait fait, ou que quelqu'un de très proche de lui l'avait fait avec son aide. Quoi qu'il en soit, cela confirmait ce que mon instinct essayait de dire depuis le moment où le bureau était devenu silencieux. Evan ne s'était pas contenté de tomber dans une nouvelle relation, il avait préparé le terrain. Priya m'a rappelé dans les 30 minutes. Ce n'est pas accidentel, a-t-elle dit clairement. Quiconque a initié cela savait exactement ce qu'il faisait. Tu as bien fait de tout verrouiller. Nous allons générer un avis formel de révocation et le garder au dossier. Aurait-il pu essayer de se positionner juridiquement, ai-je demandé. La voix de Priya est restée égale. Il aurait pu essayer de créer une trace écrite suggérant un contrôle partagé. Ou il aurait pu essayer d'obtenir un accès rapide avant que tu ne t'en aperçoives. Dans tous les cas, c'est un problème et c'est réglé pour l'instant. Mais nous devons supposer qu'il essaiera d'autres voies. J'ai fermé les yeux une seconde. D'autres voies. Cette phrase sonnait comme une alerte météo. Puis mon téléphone a sonné à nouveau, et cette fois ce n'était ni Evan ni un numéro inconnu. C'était les RH. J'ai laissé passer l'appel vers la messagerie une fois, puis deux. Au troisième appel, j'ai répondu parce que je voulais entendre exactement comment il comptait me piéger. Madame Sterling, a dit une voix neutre, prudente et répétée. C'est Dana Kirkland, directrice des ressources humaines chez René Vertex. Je vous appelle concernant l'incident sensible d'hier. Incident sensible? Comme si mon mariage était une question de conformité au travail. Oui, ai-je dit. Nous tenons à vous rappeler, a continué Dana, que notre lieu de travail est un environnement professionnel. Nous vous demandons de vous abstenir de tout comportement perturbateur ou de toute forme de harcèlement envers nos employés. J'ai fixé le mur devant moi, une photo encadrée de Miles quand il avait 10 ans, souriant comme si le monde était sûr. Êtes-vous sérieusement en train de m'appeler pour me donner un avertissement, ai-je dit. Après que votre PDG et un employé senior ont annoncé des fiançailles dans les locaux pendant les heures de bureau?
Il y eut une pause, à peine perceptible, mais je l'ai saisie. Mademoiselle Sterling, dit Dana, je ne suis pas ici pour discuter d'affaires internes. Affaires internes, ai-je répété. Si public que tout un bureau a applaudi. Nous vous demandons, a dit Dana, de diriger vos préoccupations vers les canaux appropriés. J'ai une préoccupation, ai-je dit, en gardant une voix calme. Votre entreprise autorise-t-elle une PDG à entretenir une relation amoureuse avec un subordonné, puis à organiser une annonce publique de fiançailles sur le lieu de travail? Parce que si vous m'appelez pour qualifier ma présence de harcèlement, je veux comprendre vos normes. Le ton de Dana s'est encore refroidi. Notre entreprise suit des procédures. Si vous avez des allégations, vous pouvez les soumettre par écrit. Je le ferai, ai-je dit. Et pour mémoire, je n'ai harcelé personne. Je suis entré, j'ai vu ce que j'ai vu, et je suis parti. Dana n'a pas répondu directement à cela. Elle a répété, nous vous demandons de ne pas revenir sur notre lieu de travail. Je n'ai aucune intention d'y retourner, ai-je dit. Bonne journée. J'ai mis fin à l'appel et je l'ai immédiatement documenté. Heure, numéro, phrase clé. Au Texas, une seule partie peut consentir à l'enregistrement, mais je n'avais pas besoin d'un enregistrement pour me souvenir du message. Pourtant, je me suis fait une note, s'il rappelait, j'enregistrerais. Pas pour me venger pour l'exactitude. Parce que cela se passait exactement comme je le craignais. Il ne se contentait pas de protéger Evan, il protégeait le récit. Et dans leur récit, j'étais l'étrangère, la perturbation, le problème. Plus tard cet après-midi-là, après avoir envoyé des copies de mes découvertes financières au cabinet de Matteo Ramirez avant mon rendez-vous de demain matin, je me suis assise à nouveau avec Miles. Pas pour un point émotionnel cette fois, mais pour une conversation de collecte de faits douce, mais spécifique. Il était au comptoir de la cuisine avec un crayon à la main, faisant semblant de faire ses devoirs. Je voyais bien qu'il avait guetté le bruit de mes pas toute la journée. Il a levé les yeux quand je me suis assise en face de lui. Miles, ai-je dit, je dois te demander certaines choses et je veux que tu répondes honnêtement. Pas parce que je veux te mettre au milieu de tout ça, mais parce que la vérité compte maintenant. Sa prise s'est serrée sur le crayon. D'accord. Que as-tu vu, ai-je demandé. Et quand l'as-tu vu? Miles a fixé le comptoir un instant. Il a commencé à prendre des appels dehors l'automne dernier, dit-il calmement. Il recevait un texto et il allait dans le jardin. Il disait que c'était le travail, mais il souriait parfois. Pas un sourire de travail. Plutôt comme s'il était content que quelqu'un le joigne. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Autre chose? Miles a hésité puis a dit, un soir, il est rentré tard, il m'a serré dans ses bras pour me dire bonne nuit et il sentait différent. Comme du parfum. Pas le tien, pas de l'eau de Cologne normale. C'était sucré. Et je me souviens avoir pensé que c'était bizarre parce qu'il avait dit qu'il était au bureau. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage calme pour lui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix s'est brisée. Parce que je ne voulais pas être la raison pour laquelle vous avez rompu tous les deux, et parce que je n'étais pas sûr, et parce que tu avais toujours l'air de faire tellement d'efforts pour que tout reste normal. L'honnêteté de ces paroles m'a frappé plus fort que n'importe quel reçu. J'ai tendu la main de l'autre côté du comptoir et j'ai couvert la sienne, arrêtant le tremblement de son crayon. Tu n'es pas la raison, ai-je dit fermement. Tu ne l'as jamais été. Les adultes sont responsables de leur choix. Tu n'as pas apporté cela. Il a cligné des yeux rapidement, comme s'il essayait de ne pas pleurer. Est-ce que tu vas m'obliger à parler au tribunal? Non, ai-je dit immédiatement. Tu ne seras forcé à rien. Mais si quelqu'un demande si la vérité compte, tu la diras, et je te protégerai pendant que tu le feras. Miles a hoché la tête en déglutissant. D'accord. Ce soir-là, après qu'il soit allé dans sa chambre, je suis retourné à mon bureau et j'ai vérifié ma boîte de réception une dernière fois. La plupart des messages étaient prévisibles, des alertes de compte, des confirmations juridiques et d'autres appels manqués que je refusais de transformer en conversation. Mais une notification trônait là, comme une écharpe sous la peau. C'était un message provenant d'une adresse inconnue aucun nom que je reconnaissais, et un objet qui a fait ralentir et s'aiguiser mon pouls d'un seul coup, plan de communication. Je l'ai ouvert avec précaution. Ce n'était pas un document complet, plutôt un fragment transféré, comme si quelqu'un s'était trompé de liste de destinataires ou si quelqu'un à l'intérieur avait décidé que je méritais de voir ce qui se préparait. Le langage était corporatif et poli,
le genre de formulation qui transforme la réalité en image de marque. Il faisait référence au contrôle du récit, à la minimisation de l'exposition réputationnelle et à l'alignement des messages internes concernant l'annonce des fiançailles d'un cadre. Il ne faisait pas que célébrer, il gérait les retombées. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran éclairant mes mains, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Ce n'était plus de la peur, c'était de la clarté. Ils allaient m'attaquer sous tous les angles possibles, émotionnels, images, pression juridique, pression financière. Et ils allaient le faire avec la confiance de personnes qui croient pouvoir surpasser une femme qu'ils ont déjà décidé n'être qu'une épouse avec des fleurs. Ils se trompaient. J'ai transféré l'email à Matteo et Priya par des canaux sécurisés. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai traversé la maison silencieuse et je me suis tenu un instant devant la porte de Miles, écoutant les bruits étouffés qu'il faisait à l'intérieur des bruits d'enfants normaux dans une journée qui était devenue tout sauf normale. Demain, je rencontrerai mon avocat spécialisé en divorce. Je contacterai également quelqu'un qui s'y connaissait en stratégie médiatique, car si Régnier Vertex élaborait un plan de communication, il se préparait déjà à m'acculer au pied du mur. Et jusqu'à ce que mon conseil me dise le contraire, je ne parlerai pas à Evan. Pas un seul mot, pas un seul appel retourné. Pas une seule occasion pour lui de réécrire ma réalité avec une phrase plus fluide. Je me suis couché avec mon téléphone éteint, ma documentation sauvegardée et ma prochaine étape choisie. S'ils voulaient une histoire qu'ils pouvaient contrôler, ils auraient dû choisir la vie de quelqu'un d'autre pour y mettre en scène leur célébration. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Matteo Ramirez avec un poids qui n'était plus de la panique. C'était de la densité, le genre qui survient quand quelque chose de terrible s'est déjà produit et que votre seul travail restant est de décider avec quelle netteté vous allez y survivre. Le bureau de Matteo était sobre. Pas de mur de verre, pas de vue spectaculaire sur la ville, juste du bois sombre, des lignes épurées et des étagères pleines de dossiers qui semblaient assez lourds pour faire plier les rayons avec le temps. On aurait dit un endroit où les émotions étaient autorisées à exister mais n'étaient jamais autorisées à diriger. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas perdu de temps à tâter le terrain. J'ai ouvert mon sac et j'ai tout étalé sur la table entre nous comme des preuves dans un procès, bien avant qu'une salle d'audience ne soit impliquée. Chronologies imprimées, résumés de transactions bancaires, captures d'écran de vol et de réservations annulées, emails de confirmation, journaux d'appel à la banque et capture d'écran de mon téléphone affichant 356 appels manqués si serrés qu'ils se confondaient les uns avec les autres. J'ai inclus les notes de l'appel au RH et le fragment de l'email de communication interne. Matteo n'a pas interrompu. Il n'a pas haussé les sourcils. Il n'a pas dit « je suis désolé », comme le font les gens quand ils n'ont rien d'autre à offrir. Il a regardé, écouté et laissé l'histoire s'assembler d'elle-même à travers le papier. Quand j'ai fini, je me suis assise et j'ai prononcé la phrase que j'avais répétée dans ma tête toute la nuit. Je veux un divorce rapide. Je veux que mon fils soit protégé selon ce qu'il veut et ce qui est le mieux pour lui. Et je veux que mes actifs et le contrôle de CI soient protégés contre toute réclamation qui n'est pas légalement méritée. Matteo s'est adossé à sa chaise, les doigts en pointe. Ce sont des objectifs clairs, a-t-il dit. Alors, voici la question qui décide de la suite, voulez-vous le détruire, ou voulez-vous que cela se termine proprement? Je n'ai pas hésité. Je veux que cela se termine proprement, ai-je dit. Mais propre ne veut pas dire faible. Je veux que ce soit fait d'une manière qui ne leur laisse aucune marge pour revenir plus tard et réécrire l'histoire. Matteo a hoché la tête une fois. Bonne réponse. Il a tiré un bloc-notes vers lui et a commencé à esquisser le cadre de travail avec des traits nets et décisifs. Il l'a expliqué sans drame, de la manière dont les chirurgiens expliquent où ils vont couper et pourquoi. Le premier axe était l'infidélité et l'humiliation publique documentée, attestée et réalisée dans un environnement professionnel où cela n'aurait jamais dû arriver. Le deuxième axe était le détournement de fonds matrimoniaux communs de l'argent dépensé pour une relation hors mariage et pour une annonce publique qui n'avait rien à voir avec la famille ou la nécessité. Le troisième axe était Miles, ma stabilité, ma maison, son âge et sa capacité à exprimer ce qu'il voulait et ce qui le faisait se sentir en sécurité. Matteo a clairement indiqué que les tribunaux n'aimaient pas le chaos et qu'ils n'aimaient pas les parents qui traitaient les enfants comme des moyens de pression. Cela compterait. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose qui a pesé plus lourd que tout le reste jusqu'à présent. Vous devez vous attendre à ce qu'ils essaient de vous dépeindre comme instable. Je n'ai pas scié. Je m'y attends déjà. Matteo a fait glisser son téléphone sur le bureau et m'a montré des exemples d'autres cas sur la rapidité avec laquelle les récits sont semés.
Le langage était toujours le même, autoritaire, contrôlante, émotionnellement instable. Il a expliqué que si Evan voulait un moyen de pression plus tard, il poserait déjà les jalons socialement, car les suppositions sociales ont tendance à déteindre sur les suppositions juridiques. Comme convoqué par cette pensée, mon téléphone a vibré. Un message de quelqu'un à qui je ne parlais presque plus, une connaissance commune d'il y a des années. Je l'ai lu une fois, puis une seconde fois plus lentement. Evan racontait aux gens que je partais en vrille, que j'étais terrifié à l'idée de le perdre, que je ne dirigeais pas réellement CI, et que mon rôle était exagéré et principalement symbolique. J'ai senti quelque chose de froid s'installer derrière mes côtes. Pas de la colère, de la reconnaissance. Il fait ça depuis un moment, ai-je dit doucement. Matteo a hoché la tête. C'est pour ça que le bureau n'a pas été surpris. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Un numéro que je ne reconnaissais pas a envoyé un court clip vidéo. Pas d'introduction, pas d'explication, juste le fichier. Je l'ai regardé une fois sans le son, puis une seconde fois avec. L'angle était délibéré. Evan et Roxane étaient au centre, proches et impeccables. Le baiser, la bague, et derrière eux, légèrement flou mais reconnaissable entre mille, c'était moi tenant des fleurs, figé dans un moment que je n'avais pas choisi. Le cadrage donnait l'impression que je m'étais introduite, que j'étais entré dans quelque chose dont je n'étais pas censé être le témoin. Matteo a observé mon visage à la fin du clip. Ne répondez pas publiquement, a-t-il dit immédiatement. Ce n'est pas pour Internet. C'est une preuve. Cela montre l'intention et le contexte. Cela montre l'humiliation. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas tenté de publier quoi que ce soit. L'idée d'essayer de rectifier les faits en public me semblait inutile maintenant. Ils voulaient une réaction. Le silence la leur refusait. Ce silence n'a pas arrêté Evan. Les messages ont commencé à arriver par vagues. D'abord des excuses de longs paragraphes, des affirmations de malentendus, des demandes de rencontres privées. Quand je n'ai pas répondu, le ton a changé, référence aux droits matrimoniaux, demande d'accès, suggestion qu'il porterait l'affaire devant les tribunaux si je ne dégelais pas certains comptes. Matteo m'a regardé les lire et m'a dit exactement comment répondre. Une seule phrase, sans émotion, sans explication, toute communication par l'intermédiaire du conseil juridique, toutes les demandes financières par écrit. Je l'ai envoyé une fois et je l'ai bloqué partout ailleurs. Dans l'après-midi, Roxane est entrée en scène plus directement. Son assistante a appelé avec une voix entraînée pour paraître calme et raisonnable. Le message était clair, Roxane voulait me rencontrer comme des adultes dans un endroit discret, élégant, un endroit qui suggérait l'équilibre et la bonne volonté Cedar & Stone. J'ai accepté, mais à mes conditions, un espace public, pas de salle privée, pas d'appareil d'enregistrement de leur côté, et je prendrai des notes. Matteo n'a pas essayé de m'en dissuader. Il s'est simplement assuré que je comprenais le but de cette rencontre. Elle n'essaie pas de s'excuser, a-t-il dit. Elle essaie de vous évaluer. La peur. L'hésitation. La volonté d'échanger le silence contre le confort. Allez-y en sachant cela. 1 heure avant la réunion, Simone Park a rappelé. Cette fois, sa voix était plus formelle. Il y avait eu une demande de renseignement, une demande de vérification liée au nom d'Evan. Non approuvé, non accordé, mais tenté. Il vérifie chaque porte, ai-je dit après avoir raccroché. Matteo a croisé mon regard. Ce qui signifie que vous faites les choses correctement. J'ai quitté son bureau en sachant que la réunion n'était pas une question de conclusion, mais d'exposition. Cedar & Stone était conçu pour que les gens se sentent petits de manière onéreuse. Des lumières tamisées, du jazz doux qui rendait les conversations intimes même quand elles ne l'étaient pas, et un personnel de service formé pour n'apparaître que lorsqu'il était appelé. Le genre d'endroit où le pouvoir parle doucement parce qu'il suppose qu'il sera entendu. Suis arrivé en avance, j'ai choisi une table à découvert plutôt qu'isolée, et j'ai commandé de l'eau. Pas d'alcool. Je ne voulais rien qui puisse brouiller ma lucidité. Roxane est arrivée exactement à l'heure. Robe minimaliste, posture parfaite. Elle semblait à l'aise d'une manière qui suggérait qu'elle avait l'habitude de contrôler des pièces comme celle-ci. Elle a souri comme si nous étions des égales se rencontrant pour régler un malentendu. Merci d'être venu, a-t-elle dit, s'asseyant sans attendre d'invitation. Je suis ici pour écouter, ai-je répondu, ce qui était assez vrai. Elle a commencé par recadrer tout l'épisode. Evan avait été malheureux. Notre mariage avait été distant.
Les gens s'éloignent. Rien n'était dit cruellement, c'était bien là le but. Puis elle a mentionné Miles avec désinvolture, comme si son nom avait sa place dans sa bouche. Faire traîner les choses ne sera pas bon pour lui, a-t-elle dit doucement. Les enfants ont besoin de stabilité. J'ai noté la formulation, faire traîner les choses, comme si c'était moi qui bloquais tout. Puis elle a mentionné son école par son nom, son emploi du temps et ses activités, des détails que je n'avais jamais partagés publiquement. Mon attention s'est instantanément aiguisée. Evan lui avait fourni des informations, ou un accès, ou les deux. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une intrusion. Roxane a changé de vitesse lorsqu'elle s'est rendue compte que je ne réagissais pas. Elle a parlé de résolution, de discrétion, et de la façon dont les choses pourraient être gérées tranquillement si j'acceptais de signer et de passer à autre chose. Elle a évoqué une offre financière sans donner de précision, présentée comme une compensation plutôt que ce qu'elle était réellement. J'ai posé une question, cet argent vient-il de vous personnellement ou de l'entreprise? Elle n'a pas répondu, elle a tourné autour du pot. Et cela serait-il formalisé dans un accord juridique, ai-je demandé. Elle a marqué une pause assez longue pour que la réponse soit claire sans être prononcée. C'est alors que le ton a changé, pas de façon spectaculaire, mais subtilement. Elle a mentionné la presse, le stress, les évaluations, la difficulté des litiges prolongés, la façon dont les récits ont tendance à se former lorsque les gens ne coopèrent pas, et a suggéré qu'Evan pourrait demander un droit de regard, que les choses pourraient devenir compliquées pour un adolescent. J'ai compris exactement ce qu'elle faisait. Elle appliquait une pression sans laisser d'empreinte. Mon téléphone a vibré sur la table. Evan, encore appel après appel. Le timing n'était pas accidentel. Je me suis levé avant qu'elle ne finisse sa phrase. Cette conversation est terminée, ai-je dit calmement. Toute communication passe par le conseil juridique. Toute proposition financière doit être faite par écrit, et vous ne mentionnez plus mon fils. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis sorti au grand air, me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis des jours. Sur le parking, mon téléphone s'est éclairé avec une notification de Matteo. Evan avait entamé une action formelle, des manœuvres précoces et agressives. Je n'avais pas peur. Je me sentais prête, car à partir de ce moment-là, il ne contrôlait plus le rythme. Et je n'allais pas laisser mon enfant devenir une monnaie d'échange dans la négociation de quelqu'un d'autre. Au moment où j'ai quitté Cedar & Stone, je ne fonctionnais plus seulement sous le coup du choc ou de la retenue. J'étais pleinement consciente que la situation était entrée dans une phase où plus personne ne s'intéressait aux excuses ou aux explications. Evan et Roxane n'essayaient plus de justifier ce qu'ils avaient fait, ils essayaient de contrôler la façon dont cela se terminait. Et ils avaient l'intention de le faire avec des avocats, de l'argent et un récit soigneusement façonné. Matteo et moi avons discuté ce soir-là et nous sommes mis d'accord sur un principe de fonctionnement unique, je n'exposerai pas ma douleur en public. Je ne répondrai pas émotionnellement aux provocations. Et chaque mouvement à partir de maintenant serait transformé en preuve, en documentation et en processus juridique. Miles ne deviendrait un pion de négociation sous aucun prétexte. La première escalade est arrivée plus vite que je ne l'espérais. Une lettre formelle est arrivée de l'avocat d'Evan, lourde de termes sur la préservation des actifs matrimoniaux et la protection des intérêts financiers partagés. Dissimulée sous des formulations polies se trouvait l'accusation selon laquelle je m'étais livré à un comportement financier de représailles en gelant des comptes et en restructurant la propriété. Cela a été suivi par quelque chose de plus agressif, une plainte liée à mon apparition chez Rainier Vertex, présentée comme une conduite perturbatrice. Il tentait de transformer l'image de moi tenant des fleurs en un acte de harcèlement sur le lieu de travail, positionnant Evan comme quelqu'un ayant besoin de protection contre mon instabilité. Matteo a répondu sans hésitation. Nous avons soumis une chronologie propre et factuelle, l'appel des RH qui avaient tenté de me faire taire, l'annonce publique des fiançailles faites pendant les heures de bureau, et la présence de témoins et d'enregistrements internes. L'argument était simple et d'une véracité dévastatrice. Un PDG annonçant publiquement ses fiançailles à une subordonnée, l'embrassant au milieu du bureau et encourageant une célébration était la source de l'environnement hostile et de l'humiliation publique, pas l'épouse qui était arrivée avec des fleurs, ignorante de cette mise en scène. Il n'y avait aucune émotion dans la réponse, aucun commentaire éditorial, juste de la séquence, du contexte et des conséquences. Puis vint un moment dont je n'ai pas été témoin directement mais que j'ai ressenti malgré tout. Matteo s'est arrangé pour qu'Evan reçoive les documents officiels chez Rainier Vertex pendant les heures de pointe du bureau. Je n'étais pas là, je n'avais pas besoin de l'être.
je recevais des mises à jour et des messages courts minute par minute de la part de Matteo et de quelqu'un à l'intérieur du bâtiment qui avait discrètement décidé d'arrêter de protéger les mensonges. Ce même bureau ouvert qui m'avait autrefois regardé en silence voyait maintenant Evan recevoir des documents qui dépouillaient sa performance de son triomphe. Les fils de discussion Slack se sont enflammés. Les gens ont de nouveau enregistré, mais cette fois le ton avait changé. Evan n'était plus présenté comme victorieux ou admiré, il était l'homme dont on fuyait le regard, celui que l'on escortait à l'écart pendant que les RH essayaient en vain d'étouffer l'affaire. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message anonyme avec un clip plus long de la Saint-Valentin. Il montrait quelque chose que la version courte avait coupé, et Evan m'avait regardé droit dans les yeux avant de se pencher et d'embrasser Roxane. Il n'y avait pas de confusion, pas de surprise. Ce n'était pas une erreur commise dans l'élan, c'était délibéré. J'ai transféré le clip à Matteo et je l'ai archivé. Ce seul détail transformait le contexte en intention. À mesure que le risque juridique s'étendait, l'alliance personnelle entre Evan et Roxane commençait à se fissurer. Priya m'a informé que le département de conformité de Régnier Vertex avait été contraint d'ouvrir une enquête en raison d'une exposition au conflit d'intérêts lié à la conduite de la direction. La conversation au sein de l'entreprise était passée de la romance à la responsabilité, de la célébration à l'inquiétude des actionnaires. Roxane n'était plus protégée par son autorité. Elle calculait sa distance. Par l'intermédiaire de son assistante, elle a envoyé une offre enveloppée de retenue, un accord de non-divulgation. Une résolution discrète. Une compensation financière. J'ai décliné sans faire de contre-offre. Un accord de confidentialité les protégeait, pas moi. Je n'avais aucun intérêt à échanger mon silence contre de l'argent, et je n'échangerai jamais la stabilité de mon enfant contre un document conçu pour préserver l'image de quelqu'un d'autre. À peu près au même moment, Evan a invité Miles à dîner. Il a promis que ce serait calme, sans pression, juste une conversation. J'ai dit à Miles que la décision lui appartenait et je lui ai donné une règle, si à n'importe quel moment il se sentait mal à l'aise, il m'appellerait et j'irais le chercher immédiatement. Il y est allé, non pas parce qu'il voulait une réconciliation, mais parce qu'il voulait de la clarté. Quand Miles est rentré, je n'ai pas eu besoin de poser beaucoup de questions. Il m'a dit qu'Evan et Roxane n'étaient d'accord sur presque rien. Leurs commentaires étaient tranchants. Roxane a fait des remarques sur l'honnêteté qui sonnaient comme des accusations. Evan est devenu défensif, cassant, puis Roxane a laissé échapper quelque chose. Elle a fait référence à ma position de propriétaire et a blâmé Evan pour avoir déformé mon rôle dans le contrôle financier. Miles a compris à ce moment-là que son père n'avait pas seulement trahi notre famille, il avait construit une version de la réalité conçue pour manipuler toutes les personnes impliquées. Je ne veux plus les voir ensemble, a dit Miles simplement. On dirait une mise en scène. Peu de temps après, Tess Nguyen est entrée à CIG avec une enveloppe Kraft à la main et la culpabilité inscrite sur son visage. Elle s'est excusée sans chercher d'excuses. Tout le monde savait, a-t-elle dit, et tout le monde était resté silencieux. Elle m'a tendu l'enveloppe qu'elle avait gardée parce qu'elle ne voulait plus être complice. À l'intérieur, il y avait plus que ce que j'espérais, des emails, des messages, des factures d'hôtel, des entrées d'agenda, pas une seule liaison, mais plusieurs, remontant à plus de 2 ans. Certaines dépenses étaient classées comme voyages d'affaires ou divertissement de clients. Il y avait des schémas qui n'avaient pas leur place dans un mariage ou dans un grand livre d'entreprise. Si même une partie de cela touchait au remboursement de l'entreprise, ce n'était pas seulement une faute personnelle, c'était une exposition professionnelle qui pouvait faire tomber plus d'une carrière. Lorsque l'avocat de Roxane a contacté Matteo quelques jours plus tard, le changement de ton était indéniable. Elle ne demandait plus de discrétion, elle offrait sa coopération, journaux d'accès, communication interne, confirmation de voyage. Elle voulait se dissocier des actions d'Evan, et elle voulait que ce soit documenté. Matteo n'a rien accepté de manière informelle. Chaque information passerait par les canaux appropriés. Il n'y aurait pas d'échange en coulisses, pas de promesses verbales. Cette nuit-là, les appels d'Evan ont encore augmenté. Je n'ai pas répondu, je les ai enregistrés. La panique laisse des traces, et les traces font de solides pièces à conviction. À la fin de la semaine, les preuves n'étaient plus seulement suffisantes, elles étaient accablantes. Evan n'était pas confronté à un divorce difficile, il était confronté à la possibilité de perdre entièrement sa profession. La seule question restante était de savoir jusqu'où cela devait aller pour protéger mon fils et en finir proprement. Je suis entré dans la phase finale avec une seule priorité, la sécurité et la stabilité de Miles passaient en premier. Les actifs venaient en second.
La réputation suivrait si je restais discipliné. Matteo et Priya se sont mis d'accord sur une norme pour chaque décision à venir, si cela ne rendait pas Miles plus sûr, plus calme ou plus serein, on n'avançait pas. Le dossier final a été assemblé en 3 volumes clairs. Le premier documentait l'événement public au bureau dans son intégralité, témoins, enregistrement, chronologie et nature intentionnelle de l'humiliation. Le deuxième détaillait le détournement des fonds communs, aligné précisément sur les explications d'Evan à l'époque et les données de transactions réelles. Le troisième contenait le schéma étendu d'infidélité et le risque financier associé lié au remboursement et aux erreurs de classification. Priya a renforcé la structure de propriété de CIG si minutieusement qu'il ne restait aucune porte d'entrée pour qu'Evan puisse revendiquer une quelconque pertinence. Evan a tenté un dernier changement de stratégie. Il a demandé à me rencontrer en privé, faisant appel aux souvenirs et au passé. J'ai refusé et j'ai tout dirigé vers les avocats. Il a ensuite proposé des conditions de règlement avec une clause de silence. J'ai accepté le principe de ne pas me livrer à des attaques publiques, mais j'ai refusé tout accord limitant ma capacité à répondre s'il impliquait Miles ou continuait à déformer les faits. Lorsque Matteo a informé Evan que certaines preuves seraient introduites formellement si le processus s'enlisait, la posture d'Evan s'est effondrée. Les exigences ont disparu. La bravade s'est évaporée. Ce qui restait, c'était l'urgence. Il a accepté les conditions qui comptaient, quitter la maison, renoncer à toute réclamation sur mon entreprise ou mes comptes, absorber le préjudice financier créé par sa conduite, et respecter les souhaits de Miles concernant les contacts et les limites.